J'ai toujours cherché à révéler à mes spectateurs des histoires mystérieuses et souvent choquantes du monde de la cybercriminalité. Dans l'univers de la technologie, il existe un côté caché, où les lois du monde physique semblent être une illusion et où les limites morales sont floues. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est frappante non seulement par l'ampleur des événements, mais aussi par la mesure à laquelle une personne peut aller, poussée par le désir de déjouer le système. Notre héros a commencé son parcours avec ce qui semblait être une curiosité innocente, mais lorsque la fascination dépasse les limites, le risque devient un jeu et le système commence à se retourner contre vous. Le crime virtuel se transforme en une véritable chasse, et dans ce cas, le principal ennemi ne s'est même pas révélé être la violation de la loi elle-même, mais des alliés imprévisibles capables de changer le cours des événements en un instant. Alors, préparez-vous pour un voyage dans les profondeurs cachées du hacking technologique. Cette histoire est un avertissement à tous ceux qui pensent pouvoir rester invisibles dans le monde de la cybercriminalité. Prêts ? Alors commençons. Bonjour. Bien que je n'ai jamais eu de problème sérieux avec la justice, j'ai toujours été intéressé par le côté obscur de la technologie. Toutes ces histoires d'adolescents qui, par le passé, trouvaient des faiblesses dans les distributeurs automatiques de billets et retirèrent de l'argent m'inspiraient. Je pensais qu'il était impossible de nos jours que les banques aient fait à sécuriser tous leurs distributeurs. Mais il y a quelques mois, j'ai découvert de nouvelles informations qui m'ont fait douter de toutes ces croyances. Il existait un nouveau modèle de piratage qui permettait d'interagir avec les distributeurs automatiques de billets à distance, sans connexion physique. Il exploite les faiblesses des interfaces sans fil des distributeurs automatiques de billets équipés de la technologie NFC pour réaliser des transactions rapides. Ce modèle repose essentiellement sur l'utilisation d'un logiciel spécial qui permet d'intercepter les signaux entre le DAB et le serveur, ainsi que de contrôler les fonctions du DAB sans qu'il soit nécessaire d'interagir physiquement avec lui. Il était donc possible d'effectuer des retraites d'argent non autorisées simplement en se trouvant à proximité du DAB. Le système présentait des faiblesses dans le cryptage des signaux, ce qui permettait de lire les données et d'accéder au contrôle des fonctions de l'appareil. Tout cela semblait trop fantastique, mais cela aurait pu me faire franchir un nouveau palier. Tout a commencé lorsque je suis tombé sur une mention d'une soi-disant attaque à distance sur de nouveaux distributeurs automatiques de billets sur un forum fermé. Je n'étais pas un expert en programmation ou en piratage, alors avant d'acheter le matériel, j'ai d'abord décidé d'acheter un logiciel qui me permettrait de réaliser ce piratage sans connaissances techniques approfondies. L'achat de ce logiciel s'est révélé être un véritable défi. Il n'était vendu que sur un seul forum que je connaissais sur le Darknet, et il était très difficile d'y accéder. Pour y accéder, j'ai dû passer par un processus de vérification approfondie. Tout d'abord, j'ai dû trouver une invitation, ce qui en soi était presque impossible car seuls les membres du forum pouvaient inviter de nouveaux membres. Il me fallait donc trouver quelqu'un qui puisse me fournir une invitation. J'ai parcouru de nombreux autres forums, essayant de trouver au moins une mention de la possibilité d'obtenir une invitation à ce forum fermé. J'ai écrit des messages à différentes personnes, j'ai laissé des demandes sur des plateformes où l'on discute des problèmes du Darknet, mais la plupart des réponses étaient soit inutiles, soit des escroqueries potentielles. Plusieurs fois, j'ai failli être piégé par des escrocs, mais j'ai réussi à éviter d'être trompé au dernier moment. Finalement, grâce à un membre d'un autre forum, j'ai réussi à trouver une personne qui avait accès à la bonne invitation. Le processus a été long et, au début, cette personne n'a pas accepté de me la vendre. J'ai dû convaincre cette personne que je n'étais ni dangereuse ni suspecte, et ce n'est qu'après plusieurs semaines de tentatives et de négociations persistantes qu'elle a finalement accepté de me vendre l'invitation pour 5000 $. Une fois sur le forum, je me suis rendu compte que l'achat de logiciels ne serait pas facile non plus. Le forum était une communauté fermée, où les nouveaux arrivants étaient traités avec méfiance. Pour avoir accès aux informations dont j'avais besoin, j'ai dû me faire une réputation en participant aux discussions et en prouvant que je n'étais pas un agent secret ou un fraudeur. Ce n'est qu'après cela que j'ai réussi à obtenir le contact du vendeur qui proposait le logiciel dont j'avais besoin. Le processus d'achat lui-même était assez compliqué. Je devais effectuer un paiement via des crypto-monnaies,
et le montant était important, environ 20 000 $, ainsi qu'utiliser des canaux de communication spéciaux tels que des messageries cryptées et des plateformes de partage de fichiers pour obtenir le lien de téléchargement. Le vendeur m'a assuré que tout fonctionnerait simplement et que même une personne sans compétences particulières serait en mesure d'exécuter l'attaque. C'était l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau et de voir si de telles technologies pouvaient réellement fonctionner. Contrairement aux anciennes méthodes, où les attaquants utilisaient des ports USB et des dispositifs spéciaux, le nouveau logiciel leur permettait d'intercepter des signaux et d'interagir avec le DAB sans connexion physique. Le système fonctionne en exploitant les faiblesses de l'interface sans fil, dont sont désormais équipés les nouveaux distributeurs automatiques de billets. C'était comme par magie. Il suffisait de présenter un appareil spécial pour que le DAB distribue de l'argent. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais j'ai décidé de tenter ma chance et de voir si cela fonctionnait vraiment. Tout d'abord, j'ai acheté l'équipement nécessaire pour tester ce nouveau système. L'appareil n'était pas bon marché. J'ai dépensé environ 3 000 $ pour un lecteur spécial et un programmateur. Il pouvait être connecté à un téléphone pour contrôler le piratage à distance, en l'amenant au distributeur de billets sans se faire remarquer. Ensuite, il ne restait plus qu'à définir les paramètres et le code. Toutes ces instructions étaient incluses dans l'achat du logiciel lui-même. Tout d'abord, j'ai décidé de tester l'appareil au distributeur automatique de billets NFC le plus proche. J'ai soigneusement préparé ce test, vérifié tous les paramètres et toutes les connexions afin d'éviter toute erreur. Lorsque je me suis trouvé près du distributeur, j'ai essayé de ne pas attirer l'attention en ayant l'air d'un passant ordinaire qui cherche quelque chose sur son téléphone. J'ai connecté mon lecteur au téléphone, lancé l'application et commencé à régler les fréquences, en suivant les instructions que j'avais reçues avec le logiciel. J'avais l'impression que tout se passait incroyablement lentement, que chaque seconde s'éternisait, qu'elle était incroyablement longue. Après 1 minute qui m'a semblé une éternité, l'écran a affiché un signal indiquant que le piratage avait réussi. Mon cœur bat plus vite, et l'adrénaline commence à envahir mon corps. C'était le moment de vérité. J'ai choisi un petit montant de test de 100 $. J'étais nerveux. Je regardais constamment autour de moi pour m'assurer que personne ne me prêtait attention. Et qu'en pensez-vous? Le guichet automatique a distribué 100 $ comme dans un film. Ma première réaction a été de ne pas croire que ce stratagème fonctionnait. J'ai ressenti une vague d'euphorie mêlée de peur et j'ai essayé de ne pas montrer mes émotions sur mon visage. Après ce succès, j'ai immédiatement décidé de continuer. Cependant, j'avais désormais l'intention d'agir à plus grande échelle, avec des sommes d'argent plus importantes et dans d'autres villes pour éviter le risque d'attirer trop d'attention en un seul endroit. Je m'imaginais déjà en train de voyager de ville en ville, ressentant la même adrénaline, la même excitation et les mêmes revenus rapides que la première fois. J'avais la tête pleine de rêves sur les grandes opportunités qui s'offraient à moi. C'était ma chance de sortir de la routine et d'accomplir quelque chose de plus, même si le chemin pour y parvenir n'était pas tout à fait légal. Avant de commencer ces voyages, j'ai pris la décision importante de quitter mon emploi de jour. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer à vivre une double vie, travailler de 9 à 5 et faire quelque chose qui pourrait potentiellement me rapporter beaucoup plus d'argent. Je voulais me concentrer pleinement sur cette activité et démissionner était pour moi un pas vers la liberté. Bien sûr, c'était risqué, mais j'ai estimé que les avantages l'emportaient largement sur les dangers potentiels. Au cours des semaines suivantes, j'ai voyagé de ville en ville, en m'arrêtant à chaque fois aux distributeurs automatiques de billets équipés de la technologie NFC. C'était un véritable défi, mais aussi une aventure passionnante. Cependant, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme je le souhaitais. Parfois, les guichets automatiques me donnaient en fait des erreurs, et au lieu d'un piratage réussi, je voyais des messages à l'écran tels que insérer la carte ou transaction non prise en charge. Ces moments me faisaient paniquer, surtout lorsqu'il y avait des gens autour de moi et que je risquais d'attirer l'attention. Parfois, je devais quitter le lieu de l'échec le plus rapidement possible pour éviter les soupçons des passants ou de la sécurité de la banque. J'ai commencé à remarquer que certains distributeurs n'étaient pas piratables. Cela pouvait être dû à une mise à jour de leur système ou simplement aux particularités d'un appareil particulier.
Chaque échec m'a incité à devenir plus prudent et à analyser mes actions pour éviter de répéter les mêmes erreurs. J'ai essayé de comprendre pourquoi l'appareil ne fonctionnait pas. S'agissait-il d'une question de paramètres, ou peut-être le DAB disposait-il d'un logiciel plus sûr? J'avais l'impression que les banques allaient commencer à sévir contre les gens comme moi. Lorsque j'ai eu accumulé suffisamment d'argent et que j'ai eu confiance en mes capacités, j'ai envisagé de constituer une équipe. Je me suis rendu compte que travailler seul devenait de plus en plus risqué et que pour développer mon activité, j'avais besoin de personnes disposées à le faire contre rémunération. J'ai commencé à chercher des partenaires potentiels parmi ceux qui étaient actifs sur les forums de l'ombre. Ce n'était pas une tâche facile. Je devais trouver des personnes de confiance car le risque d'exposition était trop grand. Chaque conversation a commencé avec prudence et méfiance. La plupart des participants au forum n'étaient pas enclins à discuter ouvertement de tels sujets, et j'ai donc dû établir des relations progressivement en les convainquant que j'étais sérieux et prêt à partager les bénéfices. Je leur ai offert 30% de chaque transaction et leur ai promis de leur apprendre à utiliser l'équipement et les logiciels. J'ai même envoyé à certains employés potentiels de petites sommes d'argent d'avance pour prouver que j'étais sérieux et solvable. Finalement, j'ai réussi à trouver quelques personnes qui ont accepté de faire partie de mon équipe. Elle venait en fait de différentes villes, ce qui m'a permis d'élargir mon champ d'action sans laisser de traces dans une région particulière. Nous avons convenu d'utiliser des canaux de communication spéciaux tels que des messageries cryptées et des plateformes anonymes pour l'échange d'informations. Chaque membre de l'équipe a reçu des instructions et du matériel, et je suis devenu une sorte de coordinateur surveillant leurs actions et les aidant en cas de problème. Au début, tout s'est bien passé. Kwedi, mes collaborateurs ont commencé à pirater les distributeurs automatiques de billets dans leur ville, et nous avons rapidement multiplié l'argent que nous gagnions. À chaque opération réussie, nous devenions de plus en plus confiants dans nos capacités, mais en même temps, je sentais qu'à chaque nouvelle étape, nous nous approchions d'une limite à ne pas franchir. L'équipe représentait un grand risque, un seul faux pas et toutes nos actions pouvaient être dévoilées. Mais à cette époque, la soif d'argent facile m'aveuglait et j'ai continué, espérant que la chance serait de notre côté. Au fil du temps, il est devenu clair que les banques Sapine commençaient à identifier de sérieux problèmes avec nos actions. Ces opérations leur causaient déjà trop de pertes, ce qui les empêchait de ne pas réagir ou de réagir lentement. Les banques FRES ont commencé à investir des ressources importantes pour résoudre ce problème en engageant des experts en cybersécurité et en mettant à jour leurs logiciels. Elles ont procédé à une analyse approfondie de toutes les transactions suspectes et ont mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour prévenir de tels piratages à l'avenir. La tâche n'a pas été facile et la mise à jour du logiciel s'est faite progressivement, pas sur tous les distributeurs en même temps, mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que les cas où le DAB refusait de se conformer à la demande du logiciel devenaient plus fréquents. C'était le premier signe que les banques commençaient à s'adapter aux nouvelles menaces. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que certains distributeurs ne se contentent plus de rejeter la transaction, mais déclenchent une alarme, appelant la police sur les lieux. Ce phénomène a été découvert par hasard, lorsque l'un de mes employés a essayé de retirer de l'argent et a vu une erreur sur l'écran du distributeur. Il a d'abord agi conformément aux instructions que j'ai données à tous mes employés avant de commencer à travailler. Dans ce cas, il s'est éloigné rapidement du distributeur et s'est fondu dans la foule. Cependant, il s'est avéré qu'il ne s'est pas éloigné du distributeur, mais qu'il est resté à proximité. Il a ainsi pu constater qu'au bout de 7 à 10 minutes, les policiers sont arrivés au distributeur. À partir de ce moment-là, il est devenu évident que les banques avaient commencé à coopérer avec la police et que la situation était devenue encore plus dangereuse, chaque tentative de retrait d'argent pouvant entraîner une arrestation. J'ai donc renforcé les mesures de sécurité et j'ai dit à mes employés que dès qu'ils remarqueraient quoi que ce soit d'étrange ou d'inhabituel, ils devaient se quitter les lieux le plus rapidement possible, calmement et en toute confiance. Mon équipe a commencé à remarquer que les distributeurs se comportaient de plus en plus souvent de manière imprévisible et que les transactions réussies devenaient de plus en plus rares. C'était inévitable. Les banques s'adaptaient et nous perdions notre principal outil pour obtenir de l'argent facile.
À ce moment-là, j'ai eu un sentiment de tout ou rien. J'ai compris que si je ne trouvais pas un moyen de contourner les nouvelles mesures de sécurité, nos activités deviendraient rapidement impossibles. J'ai décidé de tenter ma chance et de trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. Ouais, j'ai découvert que l'un des gars qui travaillait à la résolution du problème dans le département cybernétique de l'une des banques pouvait être un allié potentiel. Moi, c'était un expert en sécurité des distributeurs automatiques, c'est-à-dire de billets, et je pensais pas qu'il pourrait savoir comment contourner les nouveaux correctifs. J'ai commencé à chercher un moyen de le contacter. Grâce à des amis sur des forums et à quelques contacts suspects, j'ai réussi à entrer en contact avec lui. Après plusieurs jours de négociations, il a finalement accepté de nous rencontrer, mais seulement à la condition d'un anonymat complet et de garantie de sécurité. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit isolé et je lui ai expliqué exactement ce que je voulais. Au début, il était sceptique et réticent à m'aider, connaissant les risques, mais la perspective d'un gain important l'a progressivement fait changer d'avis. Il a accepté de nous aider à contourner les nouveaux correctifs et à améliorer notre logiciel pour qu'il fonctionne à nouveau en mode invisible sans aucun problème, mais seulement pour une somme cosmique qui pourrait ressembler à 4 millions de dollars pour une personne normale. Mais à l'époque, ce n'était plus un problème pour moi. La seule chose que je voulais, c'était que le logiciel fonctionne pour que mon équipe et moi puissions continuer à voler des distributeurs automatiques de billets. Je l'ai donc payé d'avance. Il savait comment contourner les nouvelles mises à jour du logiciel bancaire parce qu'il avait lui-même travaillé à leur développement. Cela a pris du temps, et chaque jour était rempli de tensions. Je me suis rendu compte que la moindre erreur pouvait tout gâcher. Finalement, il a réécrit une partie du code, optimisé le lecteur et apporté des modifications qui ont permis au logiciel d'être à nouveau invisible pour les nouveaux systèmes de sécurité. Il s'agissait d'une avancée considérable et nous avons décidé de tester à nouveau le système. Le premier essai a été concluant et le distributeur de billets a distribué de l'argent sans aucune erreur. C'était incroyable. Nous étions de retour dans le jeu et nous avions désormais un outil beaucoup plus puissant entre les mains. Notre équipe est devenue plus confiante et nous avons augmenté les montants, sans penser que cela pouvait mal se terminer. Cependant, chaque revers me rappelait que je jouais avec le feu et qu'un jour ma chance pourrait s'arrêter définitivement. 3 mois se sont encore écoulés. Je commençais à me sentir comme un professionnel dans ce domaine. Chaque retrait réussi n'a fait que renforcer cet effet. Il n'y avait plus la nervosité que j'avais ressentie au début, lorsque je craignais le regard de chaque passant. J'avais l'impression de maîtriser la situation. L'argent coulait à flot et j'ai commencé à me permettre plus de choses qu'auparavant. J'achetais des choses coûteuses, je partais en voyage dans des endroits exotiques, j'avais une vie dans laquelle il n'y avait plus de place pour le travail routinier. La somme d'argent que j'ai pu gagner grâce à ce système était tout simplement incroyable. J'ai gagné environ 100 millions de dollars au total. J'ai eu l'impression d'avoir enfin atteint ce que j'avais toujours voulu, la possibilité de vivre la vie dont j'avais toujours rêvé. J'ai été envahi par un sentiment d'invincibilité qui m'a fait oublier tous les risques et continuer. Mais environ 1 mois plus tard, j'ai commencé à avoir l'impression que nous étions surveillés. Les informations sur les forums concernant cette méthode ont également commencé à disparaître. Il semblait que quelqu'un nettoyait activement toute mention de ce bug. Finalement, j'ai découvert la vérité choquante. La personne que j'avais engagée pour améliorer le logiciel s'est avérée être un agent secret du FBI appartenant à l'unité de lutte contre la cybercriminalité. Il s'est avéré que sa véritable tâche consistait à recueillir suffisamment de preuves sur mes activités et celles de toute l'équipe pour les qualifier de crimes organisés. Le FBI a suivi attentivement nos moindres faits et gestes, rassemblant les preuves nécessaires à notre arrestation. Celui que je croyais être mon allié faisait en réalité partie d'une opération plus vaste du FBI visant à démanteler notre groupe. Non seulement il a amélioré notre logiciel, mais il a également intégré des fonctions qui ont permis au FBI de suivre toutes nos activités. Ils ont recueilli des informations sur chaque transaction, chaque lieu où nous avons opéré et chaque membre de mon équipe. Toutes nos conversations, tous nos projets étaient soigneusement enregistrés et transmis aux services de sécurité. Je n'avais pas réalisé que tous ces jours où je me sentais invincible faisaient partie d'un grand jeu auquel je participais. Le FBI a attendu patiemment que nous rassemblions suffisamment de preuves contre nous-mêmes et n'a décidé d'agir qu'ensuite.
Il ne voulait pas seulement m'attraper, il voulait s'assurer que tous les membres de notre équipe soient condamnés aux peines les plus longues possibles. Et maintenant, lorsque mon équipement a de nouveau cessé de fonctionner et que j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, ils étaient prêts à agir. C'était la fin. Tous mes rêves, tous mes projets d'argent facile et de nouvelle vie étaient anéantis. Le FBI ne s'était pas contenté de m'arrêter, il avait détruit tout ce que j'avais construit au cours des derniers mois. Je devais non seulement répondre de mes actes, mais aussi me rendre compte que chacun de mes pas avait été contrôlé depuis le moment où j'avais eu ce sentiment de tout ou rien. C'était une opération planifiée dans les moindres détails, et j'en suis devenu la victime. Maintenant, j'attends le procès. Je n'ai même pas engagé d'avocat, car j'ai travaillé dans le domaine juridique et je sais que les avocats ne m'aideront pas avec une telle quantité de preuves. Mon seul espoir est de plaider coupable et d'expliquer au tribunal que j'étais poussé par une soif d'argent facile et que je n'ai pas pu m'en empêcher. J'espère que le juge tiendra compte de mes aveux et réduira ma peine. Ainsi, c'est terminé l'histoire des piratages de distributeurs automatiques et de la ligne mince où la soif d'argent rapide se transforme en une véritable chasse. Mais voulez-vous savoir comment les premières escroqueries de distributeurs ont vu le jour dans le passé ? Ou comment un groupe a réussi à construire tout un empire de l'ombre en créant des terminaux de paiement qui volent vos données ? Choisissez la prochaine vidéo et découvrez les plans les plus dangereux des cybercriminels.